Alors, bonjour. C'est une table ronde qui s'appelle « Vivre le Québec livre ». Je vous présente Arnaud Foulon. C'est bien ça? Oui. OK. Il est vice-président édition et opération au groupe HMH, gestionnaire du groupe et responsable des équipes et des politiques des programmes. Il a fait des études en histoire. Il a été débuté chez Renaud Bré en 1995 comme libraire. On ne vous demandera pas tout de suite ce que vous en pensez de vos souvenirs anciens. 1997, éditeur littéraire adjoint chez HMH. Il a été par la suite, il a monté les escaliers. Éditeur et directeur littéraire, responsable du développement de la ligne éditoriale de la maison, secteur jeunesse et adulte général. Il est maintenant vice-président. À quand la présidence? Dans notre cas, c'est un cas familial, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. D'accord. Le groupe HMH, c'est aussi Urtubise, XYZ, Marcel Didier, Multimonde et 50 de Bibliothèque québécoise. Une cinquantaine d'employés, publie annuellement 140 à 150 nouveautés. Ça se voit sur la longueur linéaire des kiosques ici. Et un catalogue de 2000 titres. Il est, depuis 2013, secrétaire trésorier de l'Association nationale des éditeurs de livres. Il a aussi œuvré au sein du groupement des éditeurs littéraires, de l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, au Salon du livre de Montréal, à la Société de gestion de la banque de titres de langue française. C'est un extrait de CV. Vous pouvez aller rapidement, ça va être un peu plus court. Antoine? Monsieur Foulon, je suis honoré. Vraiment. OK. Alors, c'était une leçon d'humilité. Si peu. Méfiez-vous des personnes qui vous disent qu'elles sont humbles. Alors, Antoine Tanguay, un touche-à-tout, 36 métiers, peut-être 36 bonheurs, plutôt que 36 misères, on l'espère. Oui, tout à fait. Il a été animateur d'un magazine littéraire durant 5 ans à la radio CKRL à Québec. Pigiste à Ici, c'était l'équivalent de Voir ou son opposant. Chroniqueur à Sexe et Confidences, ça m'a étonné. Vous parliez de quoi? J'aimerais parler à votre recherchiste, s'il vous plaît. Oui. Ça traîne, cette chose-là. Vous savez que c'est le genre de choses que je dis au début quand je vais faire des tours dans le cégep, ça détend l'atmosphère. Cela dit, c'est vrai. Je vous rassure, je parlais de littérature et de cinéma. D'accord. Parlant de recherchiste, c'est un courriel que j'ai reçu il y a 2 semaines. Alors, vous me le ferez suivre. OK. Alors, il a été aussi à la librairie Pantoute, la très belle et très grande librairie à Québec, membre du comité fondateur des libraires, le bimestriel des librairies indépendantes, critique littéraire au Soleil, photographe à Photosélection. Il a fondé la maison d'édition Alto en 2005. On devient un peu plus sérieux, là. Hein? Exactement. C'est pas de ma faute, c'est votre CV. D'abord, une division de la maison d'édition Nota Bene qui a pris ses propres ailes 1 an après. Il assure la direction éditoriale, le graphisme, je pense le café aussi. Le café, l'entretien ménager aussi. C'est très bien, je vous engage. Il s'est investi dans plusieurs organismes culturels, dont le Conseil d'administration de l'Institut canadien de Québec, le Comité de promotion de l'Association nationale des éditeurs de livres, la Commission numérique de la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil d'administration de livres Canada Book. C'est là que vous dites que ça devient sérieux. Oui. Vous me rappelez que j'ai des engagements. Alors, c'est une très petite équipe. Il fait le ménage. Il donne une importance aux auteurs québécois, aux traductions de romanciers canadiens étrangers, jusque-là ignorés au Québec. Merci. Et ses publications ont obtenu des prix des libraires, des prix France-Québec, des nominations au prix du gouverneur général et du prix littéraire des collégiens. Nous sommes au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle est la place des salons du livre dans l'écologie du livre au Québec? Salon du livre. Les salons du livre, regardez, Alto a 12 ans. Très tôt dans le plan, si on veut, d'Alto, il y avait cette volonté de venir ici en salon, au début tout premier au Saguenay. Et très rapidement, on a décidé de faire la grande tournée. Et ça a été un très bel apprentissage dans la mesure où, bon, c'est un point de contact direct avec les gens. On apprend. Les gens ne se gênent pas pour vous dire s'ils ont apprécié ou pas les livres.
Ce qui est très bien parce que, ne les ayant pas écrits, je suis pas du tout susceptible et je prends beaucoup de notes. C'est-à-dire qu'on voit un peu quelles sont les mouvances, on voit les collègues et on apprend énormément donc des différentes stratégies et c'est un endroit qui est très nourricier justement pour le métier, qui est essentiel parce que de travailler de son bureau, le nez sur les textes ou en réunion dans plusieurs comités parce que on nous demande quand même de s'impliquer pas mal dans la politique du livre, c'est le moment pour moi, le Saguenay du Lac-Saint-Jean. En fait, ce salon-ci, c'est vraiment le véritable départ de la saison. C'est là où on a hâte d'aller connecter un peu avec les gens et d'aller discuter. Alors maintenant, c'est une part essentielle de l'année littéraire, c'est d'être présent partout au Québec. Et c'est bon pour les ventes aussi, je crois. C'est très bien pour les ventes. Ça a eu toujours une progression. Il y a quelques années, si je me souviens bien, nous étions dans le petit salon là-bas. Et là, nous sommes à l'entrée et tout. Donc, il y a eu une évolution. J'ai vu des collègues comme la Peuplade, par exemple, avoir eux aussi. Ils étaient avec moi il y a quelques années. Et là, ben voilà, on grandit comme ça. Juste les murs qui grandissent pas, je pense que on va demander à Mme Marcoux si elle aimerait avoir plus de place. J'imagine que oui. Mais voilà, donc non, les salons sont en santé. C'est l'occasion justement pour M. Arnaud, qui fait encore plus de route que moi car il vient de Montréal, de venir justement tâter le pouls. Sylvie avait un œil sur le métro, mais ils ont un œil sur les pharmacies Jean Coutu, alors je pense pas que ça se fasse. Alors, les salons pour vous? En fait, les salons, je dirais que c'est une particularité qu'on a au Québec aussi. Il faut en être conscient. Ça s'est développé il y a quand même plusieurs années. On voit, quand on se promène, que ce soit en France ou ailleurs, on va voir des fois des salons à un endroit, une ville ou une autre. La particularité au Québec, c'est qu'il y en a vraiment dans toutes les régions. On a utilisé ça pour, je dirais, permettre une promotion du livre un peu partout au Québec. Donc, c'est pour ça que, sans être itinérant, il y a le Saguenay revient chaque année, après ça, il y a l'Abitibi et tout ça, et ça nous permet d'être en contact avec les gens dans les différentes régions. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une certaine richesse qu'on a développée au Québec qui n'existait pas et qui n'existe peut-être pas dans d'autres territoires. Comme disait Antoine, quand on travaille à l'édition, on est près du texte, près de nos équipes graphistes, près de notre équipe. Le salon, c'est un moment aussi où on est en contact avec le lecteur. On le voit, on voit les commentaires qu'ils font. On voit quand on vend du livre jeunesse, on va voir les enfants qui touchent le livre ou qui disent « Ah non, pas celui-là, lui, je l'aime pas, j'aime pas ça. » Mais c'est important d'avoir ça comme feedback. Et le salon nous permet cette opportunité-là. Et surtout, la grande force des salons depuis quelques années, c'est le contact entre le lecteur et l'auteur. Parce qu'on nous dit souvent « Oui, les auteurs peuvent organiser des séances de signature en librairie. » Oui, mais c'est plus complexe. Le Salon du livre a permis cette proximité-là. Aujourd'hui, les lecteurs aiment être en contact avec les auteurs et on a une image, tous, des auteurs. Bon, certains, comme éditeurs, on n'a peut-être pas la même image que comme lecteur, mais tout le monde, ce sont des gens qu'on apprécie le travail que demande l'écriture d'un livre. On aime les rencontrer, on aime savoir pourquoi ils ont plongé dans cet univers-là. Et ce contact-là est privilégié, est important. Puis ici, vous regarderez, là où il y a les auteurs, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête, qui vient leur parler, que ce soit un auteur qu'ils connaissent ou même qu'ils ne connaissent pas, pour justement établir ce contact-là et stimuler la lecture. Le but ultime, c'est ça, c'est de stimuler la lecture chez les gens. On devient éditeur parce qu'on veut que les gens lisent, parce que c'est une passion, un plaisir. J'ajouterais ce que disait Arnaud, le fait que ce soit spécifique au Québec. Il y a quelques années, et de façon récurrente, mentionné tout à l'heure, je publie des auteurs canadiens-anglais en traduction. Et je les fais voyager. Parfois, bon, il y a la barrière de la langue. Parfois, ils parlent français, parfois pas. Mais je leur dis, ben, écoutez, venez voir ce qu'on fait, nous. Et ils sont sidérés par cette proximité, cette idée que, oui, c'est un exercice un peu étrange que de s'asseoir peut-être pendant une heure et que personne ne vienne parce qu'ils sont très peu connus, c'est leur premier roman et tout ça. Surtout s'il y a un livre jeunesse en face. Ben, peut-être aussi, effectivement, c'est un jeudi après-midi, par exemple. Donc ça, mais c'est essentiel. Ils reviennent à Toronto, ils reviennent à Vancouver, et eux, c'est tout à fait différent. Nous, on n'a pas beaucoup de ces festivals où on s'assoit et par exemple, on paye pour avoir des lectures. Chez nous, ça marche peut-être à Eastman. Le fil un peu Eastman commence, mais le fil est très spectacle, si on Festival veut. de la poésie aussi à Trois-Rivières. Exactement, mais il y a donc ça fonctionne bien parfois au Québec, mais au Canada anglais, le AFOA, par exemple, l'International Festival of Authors, les événements sont pleins. Ici, ce serait tout un défi. Donc, vous l'avez sur des scènes publiques et donc gratuites, ou à tout le moins avec un prix d'entrée qui est très modique. Alors, non, les auteurs étaient étonnés de dire « Wow, vous avez ça, c'est particulier, c'est très stimulant » et de voir ces gens-là qui
qui viennent vous rencontrer et qui n'hésitent pas. Hein. Les gens sont pas gênés. C'est une très bonne chose à poser des questions. C'est quoi ton livre et tout ça. Et parfois, ça a donné des situations cocasses comme, bon, ben, mon livre, c'est ça. Ben, merci beaucoup, bonne journée. Et voilà. Et puis, il part. Non, mais c'est vrai, ça arrive souvent. Et c'est intéressant. La première fois, il y a quelques années, Nicolas Dickner, Nicolas, c'est son premier salon. Il y a 3 poissons sur le dessus. Vendu à 80 000 exemplaires. Premier succès d'Alto. Oui, tout à fait. Donc, et quelqu'un regarde Nicolas, regarde son livre, regarde Nicolas, regarde le livre, et elle dit c'est-tu un livre sur la pêche? Et Très beau poisson en couverture. Non, ben, tu sais, il y a 3 poissons. La question est légitime. Nicolas de répondre ben, oui. Et la dame de s'en aller. Premier contact, première vente manquée. Ouais. Bon, il y en a eu 79 999 autres, hein, on va dire. Donc, Mais voilà. 800 seulement au premier tirage, alors il faut persévérer. 900 au premier tirage. Ah, Je m'en souviens. Les recherchistes. On a c'est réimprimé terrible. avant l'office, Ouais. ce qui est un fait rare et très apprécié des éditeurs. Après 2 semaines, selon la légende. Qu'est-ce qui vous a amené au livre, rapidement? Oh, ça peut être long. Dans mon cas, moi, mon père, justement, est toujours le président du groupe HMH, donc c'est une réalité familiale. Les livres, chez nous, ont toujours été présents. Mon grand-père était dans l'édition, donc chez nous, c'est depuis plusieurs générations. Je pense que quand on vit entouré de livres, quand on connaît cette réalité-là, ben on a une attirance ou pas. On peut aussi la repousser complètement. Mais donc, moi, c'est venu comme ça. C'est-à-dire que le livre a toujours été présent dans notre réalité familiale. Et aujourd'hui, ben moi, je travaille au groupe HMH avec ma sœur, d'ailleurs, aussi. Donc, on continue cette tradition, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, ça a tellement changé. Le livre aujourd'hui, par rapport au livre dans les années 70, par rapport à mon grand-père, moi, en France, le livre pédagogique des années 50, c'est complètement autre chose. Là. Mais il y a ce contact avec les auteurs qui reste le même. Le contact avec le texte, qu'on fasse un livre scolaire dont la vertu de l'ouvrage est de permettre aux jeunes d'acquérir des notions, ou qu'on fasse un roman dans lequel on veut transmettre des émotions, bien, il y a toujours cet auteur, cet éditeur qui est une courroie de transmission, c'est libraire. Donc, cette chaîne est restée la même. Donc, je dirais que moi, c'est ce qui m'a amené dans le livre, parce que, bon, moi, comme vous disiez tout à l'heure, je suis historien de formation, donc j'aurais pu aller vers l'enseignement de l'histoire, mais bon, le poids familial m'a ramené dans le giron du livre, je sais pas. Donc, c'est un peu comme ça. C'était peut-être venu naturellement dans mon cas. On dit tomber dedans quand il était jeune, c'est ça? Et vous? Au départ, je voulais devenir professeur de cégep. Dès secondaire 3, je me suis dit, je vais devenir prof. J'ai fait des études en sciences pures, je suis allé en lettres et langues et éventuellement en littérature. Je sais toujours pas ce que je fais, mais j'organise plein de journal étudiant. Donc, c'était toujours dans une certaine volonté de diffusion du livre. Et il faut dire que l'édition est arrivée par accident parce que Nicolas Dickner, c'est donc quelqu'un avec qui j'ai fait mes études à l'Université Laval. Et c'est un projet fou que j'avais apporté à M. Guy Champagne, donc chez Nota Bene, en lui disant, écoute, ça me tente de partir une collection. Ça serait ça. Ça a pris 30 minutes. C'est un homme extrêmement généreux, d'ailleurs, qui a, il faut le dire, puis ça, c'est un des faits de l'édition, il y a de la relève aussi qui repart, là. Et il a donc récemment racheté Triptyque, il a fait un groupe qu'il cède à de plus jeunes éditeurs. Donc, c'est quelqu'un de généreux comme ça. Mais il m'a dit, écoute, tu fais ta maison, et l'accident en question, ça a été Nikolski. Donc, j'ai toujours été soit dans la médiation, la radio, la chronique, je sais que c'est confidence parfois, mais... C'était tellement bon. Ah oui, non, mais il fallait bien gagner sa vie. Écoutez, d'être capable de parler de littérature érotique et tout de suite après la pause, on passe à la pause d'un Prince Albert. Vous demanderez... Et déjà d'en parler à TQS. Oui, bien c'est ça, c'est un peu particulier. Donc tout ça pour dire que par tous ces petits chemins, on en arrive à un plus grand chemin, une forme d'accident, si on veut. Et ben voilà, donc ça m'a pris quand même, je dirais, 1 an ou 2 à faire la paix avec ça, parce que c'était pas le plan initial. Mais ça a toujours été dans la diffusion du livre. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, parce que le rôle d'éditeur, soit celui d'amener des histoires en papier, en numérique, peu importe le format, ben, il est en train d'évoluer encore aujourd'hui. Donc, la notion de l'étendre, si on veut étendre le sens du mot édition, ça devient important, puis Arnaud le sait. On est à différents niveaux de la production du livre et on s'implique de plus en plus. On est aujourd'hui, ici, au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en train de faire du livre. C'est pas que la production, c'est la rencontre, c'est un écosystème qui est toujours en train de se redéfinir selon les mouvances du marché, selon les désirs des lecteurs. Donc, il faut rester attentif à ça. Donc, cette médiation-là, elle n'est jamais à l'arrêt, elle est toujours en mutation. C'est un monde vivant. Puis même, je dirais, c'est un monde en évolution, qui évolue. Bon, moi, je l'ai vu quand je vois comment ça se passait dans les années 70, quand mon père faisait de l'édition, comment c'est aujourd'hui.
la réalité au Québec a changé beaucoup. C'est-à-dire, quand on faisait de l'édition, nous, le groupe HMH date de 1960. C'est une des plus vieilles maisons au Québec. Là, on parle de la Révolution tranquille. Ça a complètement changé. On faisait du livre religieux au Québec avant. Ensuite, il y a eu ce rejet complet. On a complètement changé de type de livre. On faisait du livre et on le vendait aussi à une certaine époque, quand on pense aux éditions Fidesz, tout ça. Aujourd'hui, il y a très peu d'éditeurs qui vendent eux-mêmes leurs livres directement. Là, dans le Salon du livre, c'est une exception, mais normalement, on fait un livre, un distributeur le distribue, l'éditeur. Donc, il y a eu une spécificité dans les différentes tâches qui s'est faite au fil du temps. Récemment, c'est le livre numérique, c'est tout ça. Donc, le milieu change constamment. On est considéré souvent comme des gens très classiques, très... C'est un milieu qu'on brusque pas beaucoup. Des gens en papier, quoi. Oui, on est un peu des dinosaures de la culture quand même. On aime le papier, on aime prendre notre temps. Aussi, le livre, c'est une activité qui demande du temps. Donc, c'est pas comme le jeu vidéo. On peut pas aller vite, on peut pas... Donc, le livre exige ça. Donc, certain que quand on parle, puis tout à l'heure, Antoine en parlait, quand on parle avec des organismes subventionnaires, que ce soit la SODEC, tout ça, des fois, ils nous regardent en disant « Mais qu'est-ce que vous faites encore à vouloir faire du livre papier? Faites du numérique. » On peut pas faire du numérique si nos lecteurs veulent pas du numérique. Moi, je n'impose pas un livre à mon lecteur. On doit proposer des titres et c'est au lecteur de choisir. La difficulté dans la culture, c'est que c'est une je dirais, une industrie d'offres. Il faut que l'offre soit présente, il faut que les gens la voient. Les gens ne courent pas vers le théâtre, ne courent pas vers le livre. Il faut qu'ils le voient et puis qu'ils se disent « Ah, tiens, j'ai envie d'aller là ». Et ça, c'est une grosse nuance. On n'est pas là dans une pharmacie où les gens vont venir te voir pour avoir un produit. On ne peut pas avoir cette réalité-là. Puis ça n'a pas tellement changé. Sauf s'il y a un professeur qui met ton livre au programme, là, le jeune doit courir acheter ce livre-là. Mais il y a une nuance qui est importante. C'est-à-dire que dans l'offre culturelle, spécialement du livre, demande du temps. Il faut prendre le temps de la faire et de la digérer. Et là, on est dans un mode où des fois, il y a une certaine accélération et on a l'impression des fois que le livre n'a peut-être pas entièrement le temps qu'il devrait avoir pour être digéré par les lecteurs. Là. En tout cas, il n'a pas toujours le temps sur les tablettes et il n'a pas toujours non plus les tablettes parce que les librairies indépendantes sont de plus en plus rares. Là, ici, on voit beaucoup de livres, mais demain matin ou lundi matin, j'aurai 2 ou 3 endroits, 4 endroits dans la région où je pourrais en voir et j'exclus Walmart. Ce qu'Arnaud dit, c'est très important parce que longtemps, on a pensé qu'on était effectivement je dirais en position de... Notre adaptabilité, elle est pas grande. Or, le gouvernement, effectivement, et c'est la tendance, de nous amener vers le numérique, certes, c'est pas qu'on veut pas y aller, mais à partir d'un moment, le livre doit revenir au centre des préoccupations des gens. La compétition, je le dis souvent, elle est présentement dans ma poche gauche. La compétition, elle est ici. La compétition est sur les écrans, sur les séries télé, ce qui est très, très bien. J'ai aucun problème avec ça, mais lorsque vous menez une vie accélérée, ce qui est le cas de plusieurs personnes, et que vous avez 20 à 25 minutes à accorder à la lecture, bien là, c'est précieux. Si vous accordez 20 à 25 minutes par jour à la lecture, vous achetez un livre de 400 pages, vous passez un mois dessus. C'est énorme. Donc, quand on y pense, finalement, on va acheter 5-10 livres par année, ce qui est déjà bien au-delà de la moyenne. Mais alors là, quand on dit qu'il faut que le livre soit vu, c'est qu'il faut ramener le livre au centre des préoccupations des gens, au centre du monde, parce qu'on ne parle pas que de livre jeunesse, on parle d'essais, on parle de façon de vivre le livre. Et ça, c'est un travail de fond qui se fait présentement, qui se fait dans les discussions que nous avons avec dans les représentations politiques. Mais on ne pourra pas, je dis toujours à la blague qu'un éditeur pourra bien, et je m'adapterai s'il le faut, faire un livre en signaux de fumée ou en code morse. S'il y a un public à ce moment-là, le bon éditeur va s'adapter et produire la chose. Or, on est dans une politique de surproduction aussi. Il y a énormément de livres qui viennent de 2 fronts. N'oubliez pas le front québécois et le front étranger. Les deux se battent pour un espace médiatique chancelant, voire extrêmement diminué depuis les 5 à 10 dernières années. Et à partir de ce moment-là, on se retourne vers l'essentiel, le lecteur. Comment on l'atteint? Mais tout à l'heure, vous parliez, parce que vous avez rapidement parlé de la librairie, puis c'est particulier, parce qu'effectivement, dans le parcours d'Antoine et dans le mien, on a fait de la librairie à un moment, donc on a été en contact avec les gens qui viennent, qui voient ce qu'il y a en tablette, ce qu'il y a en rayon. Vous dites tous les livres qui sont ici, mais tous les livres qui sont ici, ils sont disponibles dans les librairies du coin. Vous allez au bouquiniste, vous allez à Marie-Laure. Ils seront peut-être pas tous dans les tablettes, mais le libraire est au courant et peut les commander. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que le libraire reste la porte d'entrée pour le livre et c'est le lieu où les gens doivent se rendre pour consulter un livre. Après, nous, en tant qu'éditeurs, notre but, c'est de faire rayonner une œuvre.
Donc, je regarde chez nous, chez Antoine, c'est pareil. Les livres sont produits en numérique, sont produits en papier. Donc, cette offre-là, elle est disponible. Si quelqu'un veut commander un livre sur Apple en ligne, il peut. Mais c'est pas à moi, en tant qu'éditeur, à forcer la demande d'un côté ou l'autre. C'est ça que les gens doivent comprendre. Nous, on n'est pas là pour décider ou imposer. Nous, on est là pour présenter, pour rendre disponible. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est, je passe ma journée devant des écrans, j'aime ça lire sur le livre papier. Moi-même, je suis comme ça, puis je pense que c'est la réalité de beaucoup de gens. Bien, nous, on se doit de respecter ça. Puis donc, moi, je n'ai rien contre quelqu'un qui lit 10 ou 15 livres numériques. Je suis très content pour lui, mais je dois aussi le rendre disponible en papier parce que les gens veulent aller chez le libraire. Et actuellement, le libraire, il y a une recrudescence depuis 2-3 ans. La librairie va bien. Vous parliez tout à l'heure de autant de chaînes que d'indépendants. On les voit. C'est un milieu qui est stimulant. Les libraires ont une offre de produits qui est dynamique. Les librairies, en général, sont dynamiques. Et le livre, je pense, se porte assez bien, honnêtement. Je veux pas être pessimiste. Au contraire, je pense qu'il y a... Il y a une belle vitalité. Et encore une fois, le chemin menant vers le livre, il est disponible. La librairie, elle est extrêmement dynamique. Regardez les libraires, les LIC, qui sont constamment en salon, un peu partout, à faire de ces activités. En librairie, à avoir des auteurs qui sont libraires, qui décloisonnent, si on veut, cette relation. Autrefois, ils étaient un peu derrière le paravent de l'éditeur ou tout ça. Les auteurs sont vraiment sur place et se démènent comme des bêtes à vendre leurs livres. Parce que, je suis désolé, mais il faut les vendre. Pochette d'un livre. C'est triste, mais c'est un objet commercial, donc il ne faut pas avoir peur du mot vente non plus. Mais là où il faut, à un moment donné, arrêter d'imposer... puis heureusement, vous n'avez pas encore posé la question, ne me la posez pas, s'il vous plaît. L'opposition du papier ou du numérique, la raison pourquoi Arnaud, manifestement un peu irrité par la question du mot numérique, qu'on se fait ressasser à peu près à tous les 2 jours, on est toujours en train d'opposer papier et numérique, comme si tout à coup c'était ce numérique qui allait devenir la voie de l'avenir. Non, il faut voir au-delà de ça. Et là, quand je disais tout à l'heure, il faut penser à l'édition, c'est penser qu'un éditeur, c'est un producteur. Donc c'est aussi de la diffusion, c'est ce que je disais tout à l'heure, que de faire des soirées de lecture, que de faire des activités aux Journées de la culture ailleurs en salon. Bien là, le livre revient au centre de la vie des gens à ce moment-là. Et l'éditeur ne doit pas être cloisonné dans cette position d'un producteur d'un livre qui passe par un réseau à la chaîne jusqu'à un lecteur qui achète. Il y a toutes sortes de petits mots qui accrochent dans cette chaîne-là. Elle doit être beaucoup plus organique et beaucoup plus unifiée que ça. Parce que il est en librairie, Arnaud. Souvent, on est là. Les maisons d'édition voyagent beaucoup à l'étranger pour se représenter d'ailleurs, chose dont on parle d'ailleurs relativement peu, parce qu'il y a des droits qui se vendent à l'étranger et on rayonne. On n'a nullement à rougir devant, par exemple, le cinéma ou le spectacle. Mais c'est peut-être un peu, pour utiliser un terme qu'on nous présente souvent en hautes instances gouvernementales, c'est très peu sexy. Et pourtant, il y a économiquement un poids réel du livre. On oublie aussi un acteur que sont les bibliothèques. Bien, justement, j'y allais moi aussi, parce que je pense que c'est important. Quand on parle de la vitalité du livre, le taux de fréquentation en bibliothèque, il est élevé. Il y a des gens en bibliothèque, et c'est un lieu aussi où on doit et on organise des activités avec des auteurs, Puis même dans les bibliothèques, je dirais que ça transcende simplement le livre. C'est rendu un centre communautaire pour une ville, un quartier, et c'est dynamique. Donc, on construit des bibliothèques, il y a de plus en plus de fréquentation, mais là, je vous dirais qu'un des prescripteurs aussi, ce sont les gouvernements et les villes. Là, c'est une question de budget, parce qu'il faut permettre aux bibliothèques dans les villes d'acheter du livre, il faut permettre aux bibliothèques scolaires d'avoir des budgets pour acheter du livre. Et ça c'est important parce qu'on rend le livre encore plus disponible et plus accessible. Quand les gens, des fois, nous parlent du prix du livre, il y a des livres à 9 piastres, 10 $, il y a des gros livres à 80 $, mais tous les livres sont aussi gratuits à la bibliothèque si on veut les consulter. Donc, il y a une facilité d'accès à ce domaine culturel qui n'est pas la même chose. Au théâtre, il faut payer. Il y a des pièces de différents prix si on va au TNM, si on va à la Licorne, si on va ailleurs, mais il faut payer. Le théâtre gratuit, moi, je ne connais pas, j'aimerais ça. J'aime beaucoup le théâtre. Là, mais... Il y en avait en Europe de l'Est. Bon, ben c'est ça, mais il faut que je paye le voyage dans ça, là, donc c'est un autre problème. Mais, donc, c'est pour ça que je dis, mais le seul point pour moi qui est important au niveau de la prescription, c'est le rôle que l'État doit jouer. Quand je dis État au sens large, ça peut être la ville, ça peut être la commission scolaire, ça peut être le gouvernement. Si on veut que les gens lisent, il faut s'assurer que les bibliothèques soient bien garnies. Elles le sont, mais je pense qu'on peut rajouter des livres. Quand vous regardez les listes d'attente, dans certains cas, vous allez dans votre bibliothèque de quartier, vous dites, je veux lire le dernier livre de Larry Tremblay. Là, on vous dit, bon, ben il y a 41 personnes avant vous. Là, on calcule à 3 semaines, tout ça. Tabarouette, je vais l'avoir dans 2 ans, ça marche pas, là. Mais, et finalement, il y en a qui ne prennent pas leur réservation. Mais puis des fois, on reçoit un appel après 8 mois. Ah, votre livre est prêt.
il faut éviter ça, parce que là, on a lu d'autres choses, on est ailleurs. Quand je dis que c'est pas un produit que l'on attend tant que ça, si on n'a pas le produit au moment où on le veut ou rapidement, on a tendance à compenser par un autre plaisir culturel, un autre livre ou une autre activité. Donc, moi, là-dessus, je n'en dément pas. Je pense que les gouvernements doivent s'assurer de donner une place importante aux livres dans les bibliothèques, dans les commissions scolaires, dans les écoles. Si on veut que nos jeunes soient confrontés et le livre vraiment au quotidien devant eux, ça passe par l'école. Cela dit, sur le papier et le numérique, je serais peut-être encore plus optimiste que vous, parce que je trouve que on pourrait assister à une là, on était dans une ère de dématérialisation des produits culturels au niveau de la musique. Le 33 tours revient, bon, etc., etc. Je pense qu'aussi, un jour, on va finir par vouloir des objets autour de nous, pas juste des écouteurs. Tout à fait. En fait, je le remarque de plus en plus. Tiens, je prends un exemple. La peuplade, juste devant moi ici. Vous remarquez la maquette. Vous remarquez le fait qu'à chaque saison, ils changent de collaborateur pour la maquette des livres. L'objet, le très beau livre qu'ils ont fait récemment, donc en cuisine, tout ça, avec le restaurant. J'oublie le nom. À Tadoussac, tout au moins. Tadoussac, voilà. Donc, écoutez, l'objet livre, on en entend parler souvent. Vous parliez du vinyle, c'est vrai, effectivement. J'ai un exemple. Ma blonde est en train de lire L'autopsie d'une femme plate. Chez monsieur. Le carton, qui est un... Si bien Antoine fait notre publicité comme ça, c'est génial, moi, je trouve. Non, mais c'est vrai, écoute, ça s'appelle la délicat. Qu'est-ce que vous aimez de sa dernière publication? Rien, non, c'est pas vrai. Non, oui. Non, mais je précise, le carton, parce que je suis très sensible au carton, je sniffe la colle d'imprimerie tous les soirs, mais c'est l'idée que ce carton-là, qui est un Curious, si je me souviens bien, Gold, il y a 2 Gold, en tout cas, ça en est un, j'ai remarqué, tiens, c'est ce carton. Il est aussi graphiste. Qui brille et tout ça. Ce soin-là, ce carton-là a dû coûter beaucoup plus cher. Je ne sais pas si Arnaud était au bureau à ce moment-là lorsqu'il a approuvé les budgets de production d'XYZ, mais ce livre-là, il le sait, et sur un carton qui n'est pas le même que les autres. Et le simple fait d'avoir fait ça, le lecteur fait « Ah, il y a un soin ». Du soin, ça veut dire de l'amour. Et à partir de ce moment-là, donc, je dirais la sensualité du livre qui est de plus en plus présente. Et lorsque vous regardez la vague des nouveaux éditeurs et le virage dans les 10 dernières années, nous sommes devenus de plus en plus sensuels. Avant, dans les années 90, on imprimait sur un carton glacé, papier blanc horrible. Ça allait, on s'en foutait un peu, c'était... de qualité. J'ai failli nommer quelques collections de collègues qui sont pas loin, mais... retenez-vous. Non, je suis amoureux de mes collègues. Mais je veux dire, je me maintiens, je suis un peu particulier là-dessus. Je pense que le soin à l'objet, ça dénote un amour réel. La publicité peut être dans le livre. Mais même, c'est intéressant ce qu'Antoine dit, c'est-à-dire que quand il y a une dématérialisation dans le milieu de la musique, il faut comprendre une chose, que la musique, on achetait un CD, un vinyle, l'activité, c'était de l'écouter. On mettait nos écouteurs et on l'écoutait. On pouvait fermer les yeux. L'expérience est sensiblement la même. Bon, il y a une différence au son entre le vinyle et tout, où je peux comprendre, j'ai pas de problème avec ça, mais sensiblement, on ne touche à rien, on se laisse bercer. Donc, que ça se fasse par des téléchargements ou autre, c'est à peu près la même expérience. Dans le livre, c'est assez différent. Il y a une expérience, comme dit Antoine, au toucher, au produit. Le meilleur exemple de ça, c'est quand Internet s'est développé de manière importante, on a dit, c'est la fin du livre de cuisine. Tout le monde va aller sur Internet chercher des recettes. Ce que l'on fait sans doute tous, aller chercher des recettes sur Internet. Et pourtant, il ne s'est jamais vendu autant de livres de cuisine au Québec, sauf que le livre de cuisine s'est complètement réinventé. On ne présente plus le livre des muffins avec un muffin, et puis la petite recette à côté. Aujourd'hui, on présente le chef qui nous dit où il d'aller chercher ses produits. On imprime ça sur un papier. Donc, l'objet devient un cadeau. On donne énormément de livres de cuisine à Noël. Je pense pas que les gens les utilisent dans leurs recettes. Je pense qu'ensuite, ils aiment le chef et ils vont sur son site web pour prendre des recettes. Mais le milieu, a été capable de prendre le virage numérique pour développer des produits de meilleure qualité, de plus belle qualité, qui répondent à un besoin. Et c'est pareil quand on fait un livre, quel qu'il soit. Si on considère que l'objet a une valeur, c'est ce qu'on dit, bien, il faut être capable de le mettre de l'avant, de la mettre de l'avant, et puis créer un produit qui n'est pas pareil que le produit numérique. Ça, je pense, c'est fondamental. On va passer à la partie « Ça m'enrage ». Renaud Bré, les prologues. Il a lâché son micro, là, ça m'inquiète. Je peux vous parler de quand j'ai travaillé chez Renaud Bré en 95, mais ça sera un tout autre sujet. Ouais. Mais oui, on peut parlons en général, donc, de la distribution. Non, mais parlons en général. Renaud Bré est une chaîne de librairie importante au Québec, un joueur qui occupe une place importante au niveau du commerce au détail. Ensuite, je vous dirais, quand on consomme n'importe quel produit qu'on consomme, on peut décider d'aller l'acheter où l'on veut. Tout à l'heure, vous parliez de Walmart. Vous dites, moi, je n'ai pas envie d'aller chez Walmart. Vous considérez qu'il y a une offre différente. Des gens vont chez Renaud Bré, des gens préfèrent aller à leur petit libraire de quartier.
Ça, c'est un choix que chacun va faire. Mais nous, en tant qu'éditeur, il faut que nos livres soient présents partout parce qu'on doit répondre aux différents points de vente. Après ça, que Renaud-Bré, aujourd'hui, se porte acquéreur de Prologue, donc une entreprise de distribution, je vous dirais que là, on rentre dans la question des affaires. C'est-à-dire que Prologue veut vendre, l'autre lui dit « je suis intéressé ». Nous, là-dedans, moi, je suis pas distribué par Prologue, je vends chez Renaud-Bré. Antoine n'est pas distribué par Prologue, vend chez Renaud-Bré. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez je peux bien vous dire, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. En fait, on va apprendre à vivre avec de la même manière que quand Québécois était propriétaire d'Archambault avant. Bien, Québécois avait des maisons d'édition, de distribution, et il y avait un point de vente. Ensuite, les Archambault ont été vendus à Renaud-Bré. Je pense que c'est une réalité qui touche toutes les industries. On voudrait qu'elle ne touche pas notre industrie culturelle parce qu'on la trouve noble, on la trouve en dehors de tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on vit, comme dans beaucoup d'autres domaines, les concentrations au niveau de la pharmacie actuellement, au niveau de la quincaillerie, au niveau du... On n'y échappe pas. Mais n'oublions pas qu'à côté de tout ça, il y a des nouvelles librairies qui ouvrent. Il y a beaucoup de nouvelles maisons d'édition qui sont créées aussi. Donc, il y a des regroupements d'un côté, mais ça n'a jamais empêché actuellement la création de l'autre côté. Donc, on verra ce que ça va donner. On peut être moralement et éthiquement assez pur. Et c'est vrai que, surtout en région, où il n'y a pas de Renaud-Bré de grandes chaînes, l'importance des petites librairies, elle est encore plus grande. Parfait. Aucun problème avec ça. Et en plus, même si l'éloignement géographique peut, au premier abord, et Arnaud le soulignait, donner l'impression que les livres ne sont pas disponibles, mais ils le sont, entre autres, par le réseau des libraires, où il y a un grand réseau de librairies indépendantes. Et donc, vous encouragez de plus petites structures. Vous pouvez donc ainsi être éthiquement très responsable. Cela dit, Arnaud a raison, même si nous, lorsque nous enlevons ma cravate d'éditeur, par exemple, on a peut-être effectivement des doutes éthiques et des inquiétudes qui viennent d'une forme de verticalité un peu trop verticale à notre goût. Mais, par définition, et pour les auteurs, parce que nous sommes des commerçants, et on se doit d'être agnostique le plus possible et de valoriser la diffusion, et ça, peu importe, justement, les plateformes. Pas qu'on s'écarte du débat, mais à partir d'un moment, ce débat-là ne sera pas nourri ou n'avancera pas avec l'impulsion d'un éditeur qui pourrait avoir l'air intéressé ou qui aurait peur, par exemple, de blesser des partenaires avec qui il y a des relations privilégiées. On dit Renaud-Bré, c'est bien grand tout ça, mais c'est des dizaines et des dizaines de gens qui adorent les livres et qui ont un emploi à temps plein. Est-ce qu'on veut fragiliser aussi une structure qui a présentement quoi, 24 succursales, je crois, Renaud-Bré, 24-25? 28 plus 17 Archambault, 41. Bon, mais voilà, il est encore plus haut fait que moi là-dessus. Il y a quand même de la graine de distributeur un peu plus. Et je veux dire, je veux pas fragiliser ça. On veut espérer une espèce de je dirais, de stabilisation des mœurs et de dire, bon, ben, regardez, tout le monde y trouve son compte. Moi, il y a des gens qui me disent, il y a des gens de ma famille qui disent, je suis allé chez Renaud-Bré alors que Dimédia était en conflit à cette époque-là, il y a presque 2 ans maintenant, avec Renaud-Bré. Il dit, ben, c'est parce que j'ai acheté des Legos, j'ai acheté un truc de cuisine et tout ça. Et d'un autre côté, ils disent, ben, ils vendent pas des livres, c'est des ci, c'est des ça. Et là, on se lance la balle. Mais est-ce que moi, je vais l'expliquer à mon auteur que j'ai décidé volontairement de boycotter Renaud-Bré au nom de l'éthique? L'éthique ne mettra pas du pain sur la table demain matin. Donc, on se doit d'avoir une certaine forme, je dirais, de neutralité obligée et polie. Et l'image, il faut faire attention aussi, c'est que l'image de Renaud-Bré qu'on peut avoir de l'intérieur et celle de l'extérieur n'est pas nécessairement la même. Les gens, c'est un des lieux, Renaud-Bré-Archambault, où les gens vont le plus pour les cadeaux de Noël. Parce qu'ils trouvent les livres, ils trouvent d'autres items. Moi, je ne suis pas dans le commerce au détail, donc je ne vis pas avec cette réalité-là au quotidien. Mais l'inverse est vrai. Si un jour, Antoine et moi, on veut ouvrir une librairie, puis on achète une librairie à Québec, est-ce que les gens vont nous regarder en disant « Hey, ils ouvrent une librairie, ils n'ont pas d'affaires à faire ça? » Je sais pas, là, mais j'espère que... Dans cette librairie, y aura-t-il plus de livres d'Arnaud et d'Antoine? Tu sais, A et A. Voilà. Ça s'appellera comme ça. Fermons le chapitre et parlons d'amour. Oh. Ah, pour amour aussi. D'amour du métier, voyons, on n'est pas à Sexe et Confidence. Arnaud Foulon, quelle est la plus grande qualité d'éditeur d'Antoine Tanguay? La qualité? Il y en a. Moi, vous me demandez quelle est sa plus grande qualité d'éditeur? Antoine, ça serait trop facile. Non, mais je pense qu'Alto a fait découvrir énormément d'auteurs. Il y a une qualité chez Antoine de croire en des auteurs, des jeunes auteurs et des auteurs en traduction auxquels les autres n'auraient pas cru et de les pousser et d'en faire des succès parce que ces auteurs-là rayonnent aujourd'hui beaucoup. Et beaucoup de gens ensuite vont dire « Ah, ben oui, je voulais le publier. » Mais c'est pas vrai, ça. S'ils voulaient le publier, ils l'auraient fait avant, mais Antoine a été plus vite qu'eux. Donc ça, c'est une des grandes qualités d'Antoine. Vice-versa?
Arnaud, ce que j'apprécie chez lui... C'est bien, ils n'hésitent même pas. Hein? Non, mais on se connaît depuis un bout de temps, puis on s'apprécie. C'est que Arnaud a un enthousiasme et une générosité qui sont naturels. OK? Première chose. Et enthousiasme, c'est pas au sens naïf. C'est-à-dire qu'Arnaud peut défendre avec le même enthousiasme un livre hyper pointu et, pour prendre un exemple très concret, un livre de, puis c'est pas péjoratif ni rien, sur le baseball ou Bertrand Raymond, par exemple. Donc, certains vont dire, c'est pas de la littérature. Non. Arnaud, il va le défendre avec le même sourire, avec la même force, avec la même vigueur. Et là où il est encore plus dangereux, c'est qu'il sait compter derrière, en plus. Donc, il est capable... C'est famille. Ben oui, non, il est quand même tombé dedans quand il était petit, là. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de précieux, c'est-à-dire qu'être un éditeur, c'est un gestionnaire. Et donc, le gestionnaire enthousiaste et généreux, parce qu'il faut le dire, les éditeurs, entre eux, j'ai remarqué, pour avoir été sur plusieurs comités à l'ANEL, on n'est pas si compétitif que ça. Il y a, oui, un terrain où on peut avoir des frictions. Ça peut arriver, mais je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont extraordinairement... la collégialité, elle est très présente. Et dans une situation pas facile, car c'est pas une situation qui est facile tous les jours, on peut prendre absolument rien pour acquis. Je me suis rendu compte que lorsque j'ai une question à poser à Arnaud, et je l'ai fait souvent, fiscale ou difficile pour le droit d'auteur, il va répondre. Il va pas au nom d'une forme de protectionnisme de sa maison ou parce qu'on est en compétition en quelque sorte, poser un mur et dire écoute, là, je peux pas entrer, je peux pas te répondre. Non, il y a une collégialité et donc cet enthousiasme doublé d'un redoutable gestionnaire, ce serait Arnaud Foulon. Vous êtes dans le domaine de ce qu'on appelle les industries culturelles, les entreprises culturelles. Quelle est votre journée type entre culture et administration? Je me lève en pensant au livre et je me couche en pensant au fait que j'ai oublié certaines choses sur le livre. Et entre les deux? Je mange et je bois trop. Sinon, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question sous cet angle-là, mais c'est certain que la réalité qu'on a du groupe et l'ensemble des dossiers fait en sorte qu'on est obligé de gérer une entreprise et derrière tout ça, de penser à la création. Donc, mais la création reste à la base de tout. C'est-à-dire que si on ne crée pas, si on n'a pas d'auteur, ça ne sert à rien de faire nos chiffres, ça ne fait rien de calculer. Mais Antoine a raison, c'est que la partie créative est la partie agréable, la partie chiffre est la partie des fois un peu plus pénible. Souvent, les gens vont dire le milieu du livre, vous êtes un milieu subventionné. Premièrement, il n'est pas si subventionné que ça si vous regardez les Ubisoft et les Bombardiers de ce monde, là, je vous rassure tout de suite. Là. Et c'est mauditement compliqué. Et les Netflix, tant qu'à y être. Mais c'est mauditement compliqué d'aller chercher nos sous. Hein. Puis ça prend du temps. Je veux dire, chez moi, je pense que j'ai quelqu'un à temps plein qui remplit des formulaires, ou à peu près. Là, puis ça n'a pas de sens. Là. On nous demande des choses, on nous redemande les mêmes choses. Puis des fois, on arrive à l'étape où on se dit, je ne veux même pas la demander, cette subvention-là, c'est une perte de temps, ça ne vaut plus la peine. Donc ça, c'est la partie qui est lourde. Je comprends qu'on n'a pas le choix. Là. Il faut, comme dit Antoine, il faut équilibrer les choses. L'équilibre nous permet de développer aussi. Là. Mais donc, il faut, pour répondre à votre question, on voudrait ne faire que de la création, mais on n'est pas capable. J'ajouterai une chose, c'est-à-dire que lorsqu'on me parle de l'édition, cette vision un peu romantique, on s'assoit avec l'auteur et on discute, on pérore pendant des heures sur l'importance du point-virgule. Oui, ça fait partie de tout ça, mais ces jours-ci, par exemple, pour un exemple très concret, les journées sont beaucoup sur le téléphone, beaucoup de courriels, beaucoup de sollicitations, beaucoup de mise en avant, de façon de promouvoir le livre et de le mettre en avant, de gestion, d'organisation des événements, parce qu'on veut essayer de mettre les auteurs le plus possible sur différentes scènes. Donc, cette question-là de la gestion fait que le temps de lecture, moi, je me suis mis dans mon bureau un divan où je ferme littéralement la porte et maintenant, j'ai décidé que je passais une heure où je ferme la porte, je me mets sur mon divan et là, je réponds plus au téléphone, je réponds plus au courriel, ce qui est très dur. Il m'est arrivé parfois de m'assoupir un peu. Les journées sont longues. J'ai un petit gars de 23 mois. Il boit trop, il mange trop, il l'a dit. Non. Là, ici, c'est la faute du petit gars qui se lève à 5 ans. OK? Donc, Donc, tout ça pour dire que ce caractère romantique, il est là. Il doit rester. C'est le noyau dur de notre métier. Mais il est beaucoup plus administratif. Les gens qui viennent déposer des CV pensant qu'on allait... justement, aller de ce caractère-là romantique des choses, se rendre compte que la gestion, elle est importante et que la gestion intelligente de fonds publics, car nous sommes tout à fait conscients que ce sont des fonds publics, et lorsqu'on dit « ce sont mes taxes qui ont payé pour ton livre », on s'entend que c'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. Quel est votre... Quand vous avez le temps du temps y consacrer,
quelle est votre relation avec les auteurs? Vous avez dit quelque part que vous étiez un éditeur intrusif. Est-ce que vous avez encore le temps d'être intrusif? Ce qui, dans un contexte, peut paraître un peu gras, mais surtout dans quelqu'un qui a des je parlais de littérature, on n'est pas Non, je suis d'accord, mais tu sais, c'est... Non. Écoutez, j'ai chaque auteur, lorsque je travaille très longtemps sur les textes, le plus possible, j'espère. Et chaque stratégie est différente. C'est-à-dire qu'un manuscrit arrive, on voit déjà, grosso modo, le chemin qu'on va parcourir. Il y a quelque chose de la consultation. J'apprends énormément de ces gens-là. C'est là que le divan sert? Un peu. Oui, tout à fait. Et non, il est tellement inconfortable, on peut pas être deux dessus, d'ailleurs. Tellement mou que finalement, ça se travaille pas. Donc, tout ça pour dire que celui-là est beaucoup mieux. La relation éditoriale, elle est donc adaptée à la personne que vous avez en face de vous. On essaie de voir ses forces, ses faiblesses, ses ambitions. Il faut vraiment laisser la personne parler, dire qu'est-ce que tu voulais faire avec ce texte-là. Et c'est là où la relation, on doit avoir de la confiance. Donc, tu peux pas être intrusif au sens large sans avoir cette confiance. On vous met entre les mains un matériel qui est d'une fragilité extrême, sur laquelle la personne a peiné pendant des jours, des heures, des semaines, des années. Et là, vous arrivez dans un laps de temps très, très court avec peut-être des solutions, des jugements, des idées qui vont à l'encontre du texte, peut-être, et peut-être une vision diamétralement opposée à celle de l'auteur. Donc là, vous entrez en négociation. Et l'auteur qui vous appelle, et ça, c'est très fréquent, et Arnaud en sait quelque chose aussi, l'auteur qui vous appelle, qui a eu un décès dans sa famille, qui s'est séparé, qui a douté, qui un matin se lève et dit « Mon manuscrit, il est pas bon, je veux pas le publier. » Ben là, il faut que tu sois tranquille. Ce petit mot que tu as échappé pour dire que finalement, le chapitre qu'il a écrit, c'était vraiment pas très, très fort. Mais il fallait pas lui dire à ce moment-là. Il avait peut-être pas pris son café. Alors, il y a une délicatesse qui me fait souvent, d'ailleurs, défaut. Je suis peut-être un peu trop franc, peut-être. Mais cette négociation-là fait que, dans le monde du livre aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs et des auteurs sont, je pense, des amis. Et entreprennent un chemin commun qui va bien au-delà de la publication, je pense. C'est hyper important, ça. Avez-vous des amis? Non, mais oui, effectivement, Antoine a raison. C'est-à-dire qu'on développe des affinités avec les auteurs. C'est sûr que dans le groupe comme chez nous, il y a plusieurs éditeurs aussi. La chose qui est particulière, c'est que quand on parle avec un auteur, on parle du texte, ce qui est l'aspect création, mais quelque part, l'auteur et nous, on parle aussi de la diffusion. Donc, cette espèce de côté bicéphale où des fois, on est en train de travailler sur un texte, mais ce n'est pas l'éditeur qui écrit le texte. L'éditeur, il accompagne, il guide, mais le texte, c'est l'auteur qui l'écrit. Si lui veut dire ça, c'est lui qui va le dire, c'est lui qui va devoir le défendre. Mais quand, en même temps, c'est pour ça que c'est important de faire la part des choses, quand on est en train d'écrire et qu'en même temps, on nous parle de promotion, de lancement et tout, je dis, attendez, c'est deux activités distinctes. Aujourd'hui, on est au Salon du Livre, on fait la promotion des livres parus, mais en même temps, on a tous les livres du mois de mars, avril, mai, juin, là, ils sont dans notre tête, les programmes sont établis, on commence à travailler dessus. Donc, il y a cet aspect qui est bicéphale, mais il faut bien classer les choses une après l'autre. La pire chose, c'est de faire un livre pour des objectifs commerciaux alors que les objectifs de qualité littéraire n'ont pas été atteints ou n'ont pas été... Et ces deux activités distinctes, ça, c'est difficile. Et je pense que c'est important de faire comprendre aussi à l'auteur ce double jeu-là, ce double rôle-là. Et nous, en tant qu'éditeur, on a ce mandat-là en disant, on va écrire le livre. Si le livre est bon, on va être capable de le commercialiser de telle manière. On a des stratégies, on a des équipes qui vont s'en occuper. Mais on n'écrit pas un livre en disant... Je l'écris, puis en mettant cet élément-là, qui est un élément commercial, là, ça va devenir un casse-tête, un mot auquel je crois pas. Là. Ça devient un puzzle de 1000 morceaux, mais on l'a pas fait dans l'ordre. Là. Puis je vais battre Ken Follett. Rapidement, votre sortie actuelle, un ou deux livres que tout le monde ici là, doit aller acheter aujourd'hui même. J'ai eu un coup de foudre cet été pour Mathieu Simard, un auteur qui m'a appris beaucoup. Je le dis, je le souligne 3 fois. Et je le stabilote en jaune. C'est quelqu'un qui avait une technique, qui est arrivé avec un phrasé, une façon de travailler, qui est très mature, qui m'a appris lors de longues séances au Madrid. Je suis à Québec, il est à Montréal. On allait travailler sur le dos de dinosaures. Et donc, on a travaillé ensemble à ce texte-là, bien que très court, a été le fruit de beaucoup de dialogues. Charles Quimper, qui est là ici, avec Marie Montan, premier roman, texte très court, 9 mois de travail. De rencontres à échanger, parfois pas juste sur le point-virgule, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment à apprendre beaucoup. Ces deux auteurs-là sont là, ils étaient en voiture avec moi aujourd'hui. C'est précieux, ça, ce 2 heures qu'on a passé sur une route magnifique, faisait beau ce matin, à rouler, à jaser. Ben, c'est ça aussi la littérature, c'est ça aussi la relation qu'on peut avoir avec les auteurs. Là, c'est la version peut-être un peu romantique, mais ces deux-là nous amènent sur des sujets difficiles à des livres très accomplis qui ont été très travaillés. Je vais y aller rapidement. Deux nouveaux romans qui viennent de sortir. Cheval indien de Robert Wagamese, un auteur amérindien qui a écrit un livre magnifique sur la vie des pensionnats autochtones.
Richard, pardon. Pourquoi je dis Robert? Parce que j'avais Robert en tête. Mais vraiment un livre touchant. Et en jeunesse, Amélie Panneton, qui a écrit son premier roman jeunesse, Comme une chaleur de feu de camp, un livre sensible pour les 14 ans, vraiment très, très beau, sur les premières relations amoureuses qui méritent vraiment d'être lues. C'est touchant. Je confirme, ma fille est en train de le lire, elle adore. Bon, merci beaucoup. Nous étions avec Arnaud Foulon, qui est vice-président édition et opération au groupe HMH, et Antoine Tanguay, qui a une vie tumultueuse, mais qui trouve le temps de diriger la maison d'édition Alto. Merci énormément, messieurs. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Marie-Danielle Leroy sur la scène Promotion Saguenay. Je vous invite à vous approcher, à venir assister à cette entrevue que je vais mener avec mon invité. Je pense qu'un visage quand même un peu connu. On le voit souvent. Michel Jean, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Michel, journaliste, reporter, JE, maintenant chef d'antenne la fin de semaine à LCN. Michel, c'est un nouveau livre, ça vient de sortir tout juste. C'est encore chaud, Tsunami. Tsunami, mais comme on voit sur la couverture, si vous pouvez le voir, c'est que Tsunami, c'est un tsunami extérieur et intérieur. Il y a un S à Tsunami. En plus. Il y a un S à Tsunami parce que c'est l'histoire se passe pendant le tsunami qui a ravagé l'Asie. Le personnage de Jean-Nicolas Legendre s'en va là-bas pour couvrir comme journaliste les événements. C'est un personnage, puis on l'apprend assez tôt dans le livre, qui a vécu un drame personnel. Ça, j'avais raconté ça dans un roman précédent. Et donc, c'est quelqu'un qui est brisé d'une certaine manière, qui, pour oublier, dans le fond, sa douleur, se lance dans le travail. Et il est précipité dans un pays où il y a une guerre civile. Le tsunami, le Sri Lanka, à ce moment-là, où il va couvrir le tsunami. Le nord est contrôlé par une guérilla. On les appelle les tigres tamouls. C'est un conflit ethnique entre deux ethnies, les Tamouls puis les Singalais, qui forment l'ensemble de la population. C'est des peuples hindous, là, comme on dit ici familièrement. Et donc, d'être projeté dans un pays en guerre, d'être projeté dans un pays où il y a beaucoup de douleur, lui-même étant brisé, ça va le confronter à sa peine et ça va être donc le tsunami, oui, le tsunami de haine dans le pays et le tsunami intérieur du personnage de Jean-Nicolas. Michel Jean, dans vos livres précédents, vous êtes Innu et fier de l'être parce que d'abord, quand sur la 4e de couverture, c'est le premier mot qui apparaît à côté de votre nom, Innu. Vous vous intéressez beaucoup au peuple minoritaire de par peut-être vos origines, parce que dans l'autre livre, on parlait des pensionnats autochtones et tout ça. Et là-dedans, c'est encore la minorité, les Tamouls face aux Singalais et tout ça. Pourquoi vous vous intéressez tant à ça? Bien, je trouvais qu'il y avait quand même un parallèle à faire entre ce qui s'est passé au Sri Lanka. Ça semble loin de chez nous. Puis on se dit, bon, là, tu sais, le Sri Lanka, les Hindous, les Singalais, les Tamouls. Mais en réalité, il y a un drame qui s'est joué là. Et à un moment donné, le personnage du journaliste interviewe le chef tamoul. Puis le chef tamoul lui dit, personne ne s'occupe des peuples minoritaires, tout le monde s'occupe des États. Puis l'autre s'obstine un peu avec lui. Puis il dit, ouais, mais vous, là, il dit, vous êtes... il est autochtone, il est Abénaki, membre d'une Première Nation. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui se préoccupe dans le monde des Premières Nations? Non. Les gens se préoccupent du Canada, du Québec, oui, mais pas des Premières Nations dans le monde. Personne vient au secours d'eux. Puis je trouvais que ça y donnait. Puis c'est une manière de regarder ce qui se passe là-bas, nous permet de regarder aussi chez nous avec une autre perspective aussi. Et puis c'est aussi parce que, tu sais, des fois, on regarde... Moi, même quand je suis allé couvrir le tsunami là-bas, les tigres, je les connaissais pas beaucoup, puis je veux pas dire que je les jugeais, mais tu sais, ils étaient considérés comme terroristes, ils étaient considérés comme... Ils avaient fait des attentats, il y avait des enfants soldats. J'avais, moi aussi, des préjugés, et je me suis rendu compte avec le temps que c'est un peuple qui avait été opprimé. Et à un moment donné, quand on prend, regardez ce qui se passe actuellement en Espagne, quand on empêche les gens, quand on les brime, souvent, ça va... C'est pas encore ce qui se passe en Espagne, il n'y a pas de violence vraiment, mais je dis, quand on opprime les gens, souvent, il va leur rester juste la voie des armes ou on va provoquer les violences. Puis ça, c'est un peu un parallèle avec les Autochtones, parce que chez les Autochtones, ils ont vécu les pensionnats, etc., et après ça, on sent qu'il y a de la colère, puis les gens ne comprennent pas, ils voient juste la réaction. Mais il y a des causes à ces choses-là. Alors, il y a des parallèles avec chez nous aussi. Dans la page de garde, vous dites à mon ami Luc, réalisateur, qui en 2005, alors que nous couvrions le tsunami et la catastrophe qu'il avait provoquée au Sri Lanka, m'a proposé d'aller à Kilinachi, oui. Bon, merci de le prononcer à ma place. C'est encore plus dur à écrire. Ouais.
Pourquoi il vous a amené là-bas? Puis qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Je ne l'ai pas encore vu, on est supposé se voir parce qu'il ne sait même pas encore que j'ai dédié le livre parce que le livre vient de paraître. Ben, mon personnage est un journaliste qui travaille en autonomie, c'est-à-dire il fait la caméra, le montage et tout, mais moi, je ne l'ai pas fait comme ça quand je suis allé là-bas. Je travaillais avec un réalisateur, avec un caméraman. Et c'est mon ami Luc Tremblay, était le réalisateur avec moi au Sri Lanka, qui est un gars de Chicoutimi, Luc Tremblay d'ailleurs. Personne ne l'avait deviné avec son nom, j'en suis certain. Mais oui, il est de Chicoutimi. Et donc, c'est Luc qui m'avait dit on va aller là-bas. Lui, il était plus au fait que ça. Puis c'est lui qui m'a convaincu. Moi, j'étais là, ouais, mais tu sais, si on va dans le Nord, nous, il fallait faire un reportage par jour. Puis là, c'est des déplacements, c'est compliqué. Peut-être qu'on ne sera pas capable de faire un reportage une journée. Il y a tellement à couvrir autour, parce que le tsunami, c'était ça. Parce que ce qu'on lit dans le livre, c'est la réalité. Oui, là, quand les reporters... Toute la première partie, tous les faits, comment il s'en va, comment il part même, comment il débarque, comment il se trouve un fixer, qui est comme un journaliste, ils vont souvent se trouver un traducteur, quelqu'un, on appelle ça dans le jargon un fixer. Le fixer, ma fixer s'appelait Apsara dans le livre. Son mari s'appelle du même nom. Quand il va dans le nord, à Jaffna, puis ensuite, quand il passe à Elephant Pass, quand il se rend à Kilinochchi, la rencontre avec Tamil Selvan, le chef Tamil, tout ça, c'est la tank house où il couche là-bas, qui est un genre d'endroit qui servait aux Tamouls à héberger les invités, entre guillemets. Ça, c'est vrai? Tout ça, c'est vrai. Le festin qu'ils mangent là-dedans, je l'ai mangé, ça aussi, comme ça. Oui, parce que décrit comme vous l'avez décrit, je me suis dit probablement que c'était vraiment bon. Il manquait juste du vin, ils n'ont pas d'alcool. mais alors, tout ça, c'est vrai. Les personnages... Tamil Selvan, le chef, je l'ai rencontré, etc. L'entrevue s'est faite à peu près dans les mêmes conditions que je l'ai décrit dans le livre. Puis j'ai rajouté aussi d'autres éléments de réel que j'ai pas vécu, mais que j'ai vu dans des reportages d'autres journalistes, comme le chef de police qui est interviewé à un moment donné. J'ai vu un journaliste français raconter ça. Il décrivait dans son article les lieux. J'ai repris les lieux, pas la description qu'il en a faite, mais les lieux qu'il avait décrits, je les ai repris comme existants. Tout ça pour qu'il y ait dans le roman, ça s'ancre dans du réel, mais... Ce qui arrive après, whatever, tout ça, moi, c'est pas arrivé comme ça. J'espère. Puis j'ai jamais rencontré Kamala Raj, malheureusement, qui est le personnage de la tigre noire qu'il va rencontrer dans le livre. Et donc, ça c'est la portion fiction. Mais j'aime ça, moi, mélanger, c'est-à-dire prendre un contexte réel et, comme toile de fond, puis poser dessus mon histoire. Parce que si vous prenez Google, vous lisez le livre, vous commencez à googler Tamil Selvan, Tamil Tigers, combattantes, parce que 40 des femmes, des combattants tamouls étaient des femmes. Vous allez voir, tous ces gens-là existent pour de vrai. Puis je trouve que ça évoque aussi. Puis à la fin, les événements que je raconte qui se passent, les massacres, etc., tout ça, c'est rigoureusement exact comme ça que ça s'est passé. Malheureusement, oui. Même quand Xavier Dolan gagne ça, il y a une scène où est-ce que le journaliste est là, puis il commente les tenues des comédiennes parce qu'il s'en va à Cannes, etc., mais moi, je suis pas allé à Cannes. Fait que j'étais là, je cherchais, puis à un moment donné, j'ai vu le magazine Marie-Claire. Ouais. À ce moment-là, la reporter, elle faisait un commentaire sur chacune des robes. Fait que moi, j'ai inclus la journaliste de Marie-Claire dans mon chose. Elle était assise à côté, puis elle décrit la robe. J'ai vraiment pris la citation que j'ai mise entre guillemets. C'est exact. La fille de Marie-Claire qui décrit la robe de l'actrice, etc. Oui. Mais est-ce que vous profitez un peu de... Parce que, bon, quand vous faites des reportages, c'est quoi, 1 minute et demie? Vous n'avez pas le temps de développer puis d'aller toucher souvent le côté plus humain de ces guerres-là. Est-ce que ça fait partie un peu de ce que vous voulez livrer, de faire peut-être comprendre, comme vous dites, c'est jamais noir et blanc, hein, les situations? Ça, c'est très juste, là, qu'est-ce que vous dites là, parce que c'est dans mon livre, c'est ça que j'ai voulu montrer d'abord. C'est que il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc. Et pour un autochtone, c'est bien de le dire, d'ailleurs. Mais c'est ce que moi, j'ai réalisé avec le temps, c'est que on juge les gens, mais quand on sait davantage, on se dit comment est-ce qu'on réagirait à nous-mêmes. C'est ça que j'ai voulu. Et le roman permet beaucoup ça. Évidemment, dans un reportage, on va à l'essentiel, c'est rapide. Mais dans un livre, moi, je trouve que... C'est pour ça que moi, j'aime écrire des romans, c'est que ça me permet de choisir des sujets que moi, j'aime, sur lesquels, parce que je vais l'avoir dans ma tête pendant 1 an ou 2. Là. Fait que si ça m'énerve, là, ça devient pas très agréable. Et ça me permet d'approfondir. Et même des fois, en écrivant, même si je sais comment l'histoire va se finir et tout ça, il vient un moment donné où il y a des choses qui sont... Comme à un moment donné, le personnage de la tigre noire et le personnage d'Apsara, en les écrivant, je me suis dit, merde, dans le fond, là, parce que la fixeur qu'ils rencontrent, qui est Apsara, qui est une Singalaise de bonne famille, puis quand ils vont là-bas, ils rencontrent une tigre noire. Ça, c'était les unités d'élite des tigres qui étaient habillés en noir. C'était des unités d'élite qui se sacrifiaient, puis c'était comme des guerriers de la mort, là, tu sais.
Puis beaucoup de femmes. Puis je me suis dit, dans le fond, ces deux femmes-là, c'est la même femme. Si tu nais du bon côté, tu vas être comme Absara. Si tu nais dans le mauvais côté de la frontière, tu vas être comme Camararage. Puis, fait que ça, c'était pas comme ça au début, mais à mesure que j'ai avancé, j'ai approfondi ça. Puis j'ai voulu en faire la même femme, mais un né de l'autre bord de la frontière. C'est pour ça qu'ils se rapprochent à un moment donné, les deux. Ça montrait des choses comme ça. Alors, le roman permet ça, permet d'approfondir, de réfléchir. Et moi-même, des fois, ma réflexion évolue avec le temps, à mesure que le temps passe sur les choses. Dans votre personnage, Jean-Nicolas Legendre, bon, il a vécu un drame personnel très, très, très déchirant. Et vous comparez son mal à un serpent. Est-ce que le serpent, est-ce que vous avez pensé vraiment à la symbolique du serpent? Est-ce que c'est voulu, l'image du serpent? Parce que ça rappelle un peu l'Ouroboros, le serpent qui mange sa queue. Donc, c'est la vie qui donne la mort qui donne la vie. Mais en fait, pour vous donner... Au début, mon personnage, cette portion-là du récit, il parlait pas beaucoup. Puis comme c'est un gars, il exprimait pas beaucoup ses sentiments. Et comme j'étais un gars, j'étais certain que tout le monde comprenait ce qu'il pensait. Mais mon éditrice me dit, on comprend pas sa douleur. Ben non, voyons, tu le vois bien, il y a de la peine. Puis elle me disait, on le sent pas. Puis là, elle m'a raconté longuement un événement personnel qui est arrivé, puis l'angoisse qu'elle sentait. Puis elle me décrivait comme une boule qu'elle avait dans le ventre, qu'elle ressentait, puis qui restait de la journée. Puis là, j'étais là, ouais. Puis là, j'ai beaucoup cherché à partir de ça. J'ai fouillé sur l'angoisse, sur des moments d'angoisse qu'on passe tous par là. Je me suis rendu compte que des choses que moi-même je vivais, c'était ça de l'angoisse, tu sais. Et j'ai voulu décrire ça davantage. Puis j'ai pris l'image du serpent parce que moi, j'aimais l'image... bon, il y a sa boule, mais j'aimais l'image que c'est comme, justement, ce serpent qui vient s'enrouler autour de ton cœur, puis qui serre, puis qu'à mesure qu'il serre, tu le ressens à l'intérieur. C'était ça, moi, l'image du serpent que j'aimais. C'est cette force qui vient autour, qui te serre le cœur, puis qu'on se sent mal, qu'on a tous ressenti à un moment ou l'autre. Alors, Jean-Nicolas, il y a ça dans le ventre, lui, le serpent. Il vit avec. Et son défi, c'est d'apprendre à vivre avec ça et d'apprendre à s'en débarrasser aussi. C'est comme... Parce que la base du roman, même si ça se passe au Sri Lanka, même si on apprend beaucoup, je pense, sur la géopolitique, etc., c'était d'abord le cheminement de cet homme-là qui a été brisé par le drame qu'il a vécu, qui se retrouve dans un pays qui vit un drame encore plus grand que le sien et qui, confronté à ça, va devoir, à un moment donné, voir les choses autrement. Alors, c'est son tsunami intérieur, dans le fond, qui est l'histoire qui est au cœur du récit. Et donc, le serpent dans son ventre, c'est ça que ça illustrait et que ça représentait. Et dans Tsunami, il y a le mot « ami » aussi. Puis je pense que l'amitié y est pour beaucoup aussi dans son cheminement. Bien, moi, j'aime j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie, mais j'ai de bons amis dans la vie. Et j'aime les personnages. Entre hommes, là, souvent, l'amitié s'exprime. On parle pas beaucoup. On dit pas beaucoup les choses, mais on les ressent quand même. Beaucoup. Et le personnage du journaliste français qui est là-bas, qui va l'aider, c'est un personnage qui est coloré, etc. Mais quand c'est important, les deux se comprennent et ils se parlent. Et quand il l'appelle pour aller le chercher, ça se passe comme ça. Il n'y a pas besoin de parler longtemps. T'sais. Le gars part, il va te chercher. Moi, je trouve que ça représente quand même beaucoup l'amitié masculine. Parce que quand ton chum t'appelle ou quelqu'un de proche, tu commenceras pas à lui demander des explications. Pas de trouble, j'arrive. Alors, c'est un Français, il dit pas de trouble, j'arrive, mais il se précipite dans son auto, il traverse les montagnes, puis il va les chercher parce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Bien, écoutez, Michel Jean, c'est vraiment très réussi, Tsunami, puis en plus, ça finit d'une façon assez surprenante, mais tellement belle aussi. C'est vraiment un roman très abouti. Alors, Michel Jean, merci beaucoup. Bon succès. Merci tout le monde d'avoir assisté. Merci tout le monde. Hein? Merci, Michel.